L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est votre seconde édition d'Elsport ce soir. Elsport effectivement qui revient pour de nouvelles aventures en ce mercredi 12 septembre avec toujours à mes côtés les co-animatrices de l'émission Amélie et Émilie. Mais Amélie et Émilie effectivement qui sont encore là ce soir. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. 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 Et donc ce soir, une invitée exceptionnelle qui sera avec nous en direct de l'hôpital. Malheureusement, effectivement, comme vous le savez, notre invitée de ce soir a connu quelques déboires dernièrement. Mais malgré tout, 48 heures à peine après son opération, sera avec nous en direct. Mademoiselle Amandine Leno, joueuse de l'équipe de France. Bonsoir Amandine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment ça va Amandine? Ça va bien, ça va bien. Donc oui, je suis bien en direct de l'hôpital. Je récupère petit à petit après mon opération qui s'est déroulée lundi matin. C'était il n'y a pas longtemps, effectivement, une opération assez lourde pour toi. Beaucoup de monde était inquiet, beaucoup de monde, effectivement, attendait des nouvelles d'Amandine Leno, joueuse de l'équipe de France de handball, on le rappelle. Donc, peux-tu rassurer tous nos auditeurs ce soir déjà, Amandine, comment tu te sens, toi, aujourd'hui? Je me sens bien, je me sens de mieux en mieux tous les jours. L'opération s'est très bien passée avec le docteur Nicolas Gravelot qui a fait du très bon boulot. Voilà, maintenant, il me reste à me reposer un petit peu dans un premier temps pour essayer de faire dégonfler le genou un maximum. Et puis, voilà, aller vers une rééducation progressive, mais assez intensive parce que j'ai envie de revenir le plus vite possible. Le plus vite possible, effectivement, c'est ce que beaucoup de gens attendent, hein. C'est ce que tous les fans attendent, c'est ce que tous les amoureux du sport féminin et notamment de l'équipe de France attendent actuellement. Clairement, ce soir, effectivement, on ne va pas tout de suite parler effectivement de choses qui fâchent. Vous connaissez effectivement le principe de l'émission maintenant, puisqu'on a reçu Camille Catala la semaine dernière de l'équipe de France de football. Des débats, de l'interview, de la réaction, de la bonne humeur. Donc première chose ce soir pour toi, Amandine, tu vas direct être mise à contribution en ayant effectivement la primeur du choix du débat de ce soir, du premier débat. Je te donne les sujets. Le premier sujet, c'est existe-t-il des valeurs spécifiques au sport féminin? Le second sujet qui sera au choix pour toi, c'est défaite, blessure, déception. Comment gérer les coups durs? Je pense que je vais choisir la deuxième parce que je suis totalement dans le deuxième débat en ce moment et aussi après les JO. Donc voilà, je pense que c'est un débat sur lequel je serai très au point en ce moment. Alors effectivement, un débat qui te correspond bien, tu n'es pas la seule hein, effectivement qui correspond bien à ce débat, puisque l'une de nos chroniqueuses, donc Amélie, est elle aussi en phase complètement avec ce débat actuellement malheureusement. Première question effectivement pour toi Amélie. Donc avant cette première question, mesdemoiselles Amélie et Émilie, ce débat, ça vous correspond, ça vous convient? Moi perso, oui, ça me convient très bien. De toute manière, je me doutais qu'Amandine allait choisir ce sujet-là, donc ça va aller. Toi, tu es bien en phase effectivement de ce sujet-là, Amélie, ce soir en tout cas. Oui, malheureusement, hein, c'est pas des choses qui nous ravit, mais bon, dans le sport, c'est souvent, on doit quelquefois passer par là, donc voilà. Et toi, Émilie, ça te va ce débat-là ce soir? C'est parfait. C'est parfait. Donc première question, effectivement, alors je le rappelle en fil rouge, toute la soirée, donc en fil rouge, nous aurons donc la présentation officielle de l'équipe de Metz de handball, donc qui sera présentée par Nina Canton, notre chroniqueuse directement sur place. Première question pour toi, Amélie. Donc toi, effectivement, qui connais bien, malheureusement, j'en suis vraiment désolé, donc les défaites, la blessure, la déception. Comment toi tu gères au jour le jour, effectivement, comment tu as géré quand tu as eu cette blessure? Sur le coup, comment tu l'as gérée? Oui, très très franchement, j'ai eu la chance et le malheur de passer aussi par là. Ça fait bientôt 10 ans où je m'étais blessée au genou. J'étais très jeune aussi, ligament croisé de l'autre côté. Ça m'a permis de me rendre compte que voilà, on a vraiment de la chance de pouvoir vivre de notre passion.
et surtout de nous démontrer au fond de nous-mêmes que c'est bien plus qu'une passion, qu'on a vraiment des ambitions personnelles, parce que revenir d'une blessure comme celle-là le plus rapidement possible, c'est pas forcément évident. Et donc voilà, je pense que ces blessures-là et les défaites, en tout cas, font que notre côté sportif extrême, on va dire, notre côté à vouloir gagner, à être toujours performante, se renforce dans ces moments-là, je pense, très sincèrement. Donc pour toi, la blessure, ça renforce un peu le mental et effectivement, c'est l'amour du sport qui, pour toi, te permet d'aller de l'avant en fait. Oui, c'est l'amour du sport, aussi se rendre compte que voilà, on est des êtres humains et qu'à un moment donné, le corps peut dire stop aussi, mais ça nous permet de relativiser des choses de la vie. Par exemple, une défaite, c'est vrai que quand on perd un quart de finale des Jeux Olympiques, on a l'impression que la terre entière nous est tombée sur la tête, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses bien plus graves, il y a des choses aussi bien plus graves qu'une opération au genou. Donc voilà, il faut essayer de relativiser, profiter de ce temps-là pour récupérer un maximum. Et c'est vrai que généralement, ça renforce complètement notre envie de revenir et de prouver que l'on peut être encore meilleur. D'accord. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez, vous, une réaction un petit peu par rapport aux propos d'Amandine, Émilie par exemple? Je rejoins, bonsoir tout d'abord, et je rejoins tout à fait ce qu'Amandine dit. Il faut prendre du temps pour relativiser, pour se reposer, et c'est surtout aussi le mental qui joue beaucoup. À partir du moment où vous avez envie d'y aller et d'aller mieux, de revenir plus forte, ça va fonctionner. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, juste, je me permets, il y a beaucoup de vos fans sur notre mur Facebook au niveau d'Elsport qui vous souhaitent énormément de courage et qui vous disent que vous reviendrez plus forte encore. C'est gentil, merci beaucoup. Ah, ils sont inquiets, effectivement, les fans, hein, nous les premiers. Amélie, toi, effectivement, il faut le rappeler, hein, un petit peu comme Amandine, mais malheureusement, t'es blessé ce week-end. Tu t'es blessé ce week-end, donc lors du match à Lyon. On rappellera pas le score, on parlera pas des choses qui fâchent. Toi, en tant que sportif, comment tu gères, effectivement, en tant que sportive, cette blessure? Moi, bien évidemment, c'est pas la même blessure qu'Amandine, hein. Donc, je pense que par rapport à ce que disait Amandine, c'est vrai que la blessure, ça aide à voir les choses différemment par rapport à la compétition. On est toujours à fond dans nos matchs, on a toujours la pression avant match. Et puis une blessure, ça aide à relativiser tout ça. Bon, après, quand on est blessé, ben, on se lance au final notre défi, quoi. Là, on a le défi de revenir à son meilleur niveau. Alors, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on sera au niveau quand on va revenir? Est-ce que donc on passe par plusieurs états dans notre tête et ça devient difficile. On perd un peu confiance en soi. Enfin, après, on voit le mental de la personne ou pas, hein. Donc, ben moi personnellement, je sais pas, je verrai demain ce que j'ai exactement. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un petit peu un conflit mental que tu peux avoir toi actuellement entre l'envie de revenir un petit peu plus vite et le savoir qu'il faut effectivement de prendre son temps quelque part. Bah, je pense qu'après une grosse blessure comme Amandine, il va falloir faut bien se soigner, il faut prendre le temps pour revenir au top niveau, quoi. Alors justement, toi tu parles de temps, effectivement. Amandine, est-ce que tu as effectivement déjà eu une échelle de temps qu'il te faudrait pour récupérer complètement de cette blessure? Ben, généralement, on dit minimum 6 mois sans compétition. Après, c'est vrai qu'on reprend assez vite à courir au 3e, 4e mois, à refaire des appuis, à repréparer les muscles, notamment de la cuisse qui est un peu atrophiée par l'opération. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine pendant 6 mois où il faut retrouver complètement toutes ses capacités physiques et ses capacités au niveau de son genou pour pouvoir recommencer, espérer jouer à l'entraînement avec des contacts et jouer totalement libéré. Donc c'est environ 6-7 mois pour se sentir réellement
réellement prêtes pour pouvoir s'entraîner, faire un entraînement normal. Après la compétition, ça reste toujours particulier. C'est suivant les sensations que on a et suivant le niveau de jeu que on retrouve. C'est vrai que c'est pas évident après une période aussi longue sans avoir joué. C'est pas forcément évident de retrouver son meilleur niveau de jeu. Donc voilà, ça reste tout ça et très long et il y a beaucoup de challenges à relever pendant ce temps-là. D'accord. Donc là, effectivement, on parlait un petit peu des blessures. On va essayer d'appréhender un petit peu un autre aspect donc des coups durs, notamment les défaites. Là, on l'a vu cet été, notamment aux Jeux Olympiques. L'équipe de France a créé pas mal d'exploits, notamment en sortant des équipes qui étaient vraiment normalement au-dessus de l'équipe de France en match de poule aux Jeux Olympiques. Comment on appréhende effectivement le fait de se retrouver contre le Monténégro, donc qui est vraiment une des très grosses nations du handball féminin, et de se faire sortir alors qu'on a fait le maximum jusqu'à présent? Enfin, est-ce que c'est pas mentalement, est-ce que c'est pas difficile un petit peu à appréhender, ou t'as mis du temps à t'en remettre? Par exemple, on parle beaucoup de dépression post-olympique. Est-ce que c'est ton cas ou pas du tout? Dépression, j'irai pas jusque là parce que voilà, je pense que ça reste du sport et que comme une blessure, il faut arriver à relativiser. C'est vrai que c'est pas évident quand on fait énormément de sacrifices pour notre sport, à s'entraîner énormément, voilà, à pas partir en vacances, à pas s'accorder énormément de temps pour soi-même. C'est vrai que c'est difficile à encaisser. Après, ça fait partie du sport. Il y a toujours un perdant et un gagnant. On préfère toujours être le gagnant, c'est sûr. On a fait une première semaine fantastique avec l'équipe de France féminine où on a gagné des très grosses équipes. Donc c'est vrai qu'on était en confiance et on avait vraiment envie de jouer ce quart de finale. Malheureusement, ça s'est joué à rien et c'est souvent comme ça dans les gros matchs comme cela, ça se perd de un but, de un point pour une main, pour un ballon qui était un tout petit peu trop loin, pour une passe. Ça joue à des détails et c'est vrai que voilà, c'est difficile à encaisser, mais je pense aussi que c'est dans ces moments-là qu'on arrive à apprendre, à prendre sur nous et la fois d'après, on se dit que peut-être avec cette déception-là, on fera peut-être nous le dernier geste qui nous permettra de gagner un match aussi important que celui-là. D'accord. Bah, c'est vrai qu'on s'attendait effectivement la population, on va dire entre guillemets, s'attendait à avoir un gros euro, notamment de Cléopâtre Darleux dans les buts, et finalement on a eu un gros euro, une grosse première semaine d'Amandine Lenoux. Donc c'est une grosse satisfaction. Je te le cache pas, pour moi en tant que spectateur, c'est une grosse satisfaction. Émilie, par exemple, toi, si on devait te faire des sacrifices pendant 2 ans pour arriver à une compétition et qu'au final ça n'aille pas comme tu le veux, comment tu réagirais par exemple? Alors, on a perdu Émilie temporairement. Amélie, toi, par exemple, si effectivement pour la même question, pendant 2 ans, tu faisais des sacrifices d'un monde de fou pour arriver, donc de folle en l'occurrence, pour arriver à cette compétition, que ça va pas comme tu veux, comment tu réagirais toi personnellement? Je me mettrais pas en dépression non plus. Hein. Après, c'est le sport, c'est vrai qu'elles ont vécu au JO. On était derrière nos télés aussi. On avait quand on parle de sport, la défaite en fait partie. Donc, à ce moment-là, je crois que c'était sur un penalty, c'est ça, Andine? Pardon? C'était sur un penalty. Oui, c'est ça, sur un penalty à la dernière seconde du dernier. Voilà. Donc, c'est cruel. On s'est fait éliminer sur un penalty à la dernière seconde du temps réglementaire. Voilà. Ça, c'est cruel quand même. C'est très rageant, et puis bon, ça me fait penser un peu à l'équipe de France féminine en football. C'est aussi, on pris un but à la dernière minute, et donc c'était un peu la même déception. Bon, après, je pense qu'il faut vite s'en relever et vite se remettre au travail pour les prochaines compétitions. Après, il faut pas se laisser aller pour même si c'est rageant, quoi. C'est vrai que ce qui est assez anecdotique, excuse-moi Amandine, ce qui est assez anecdotique, c'est qu'effectivement la France, autant en foot qu'en hand, les deux équipes féminines se sont fait sortir toutes les deux en moins de 24 heures, toutes les deux dans des conditions un petit peu similaires, et toutes les deux auront cette année un euro effectivement à relever, un euro effectivement où elles ont des ambitions.
Donc toi, Amélie, par exemple, juste pour en parler rapidement, on va sortir un petit peu du sujet très rapidement. Toi, Amélie, actuellement, au niveau de cet euro, comment tu te sens actuellement? Est-ce que tu penses que la France peut réussir un bon euro, par exemple? C'est pour Amandine. Amandine la question, Pour non? Amandine, oui, oui. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais compris de se remettre en avant vers un euro. Donc voilà, peut-être que qu'on aura cette force-là en plus, on va dire, parce que le fait d'avoir perdu en quart de finale, c'est vrai que nous, on est resté un petit peu sur notre faim. On avait les capacités, je pense, très largement de ramener une médaille. Donc je pense que les filles, malheureusement ça sera sans moi, mais que les filles vont partir au championnat d'Europe avec beaucoup d'envie et beaucoup de rage et l'envie de montrer que voilà qu'on aurait pu avoir peut-être une médaille au JO. Donc oui, je pense que on est capable, l'équipe en tout cas a les capacités pour faire quelque chose de très beau au championnat d'Europe. Donc pour toi, c'est assez ouvert et l'équipe de France aura la rage, effectivement, un petit peu comme les footballeuses, nous disait Camille la semaine dernière. Camille Catala, je le rappelle, donc d'aller chercher effectivement quelque chose, chercher une breloque, effectivement, dans les prochaines échéances européennes. Oui, c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir des compétitions toutes les années. Voilà, je pense qu'après les Jeux Olympiques, les filles, à mon avis, vont être super méga motivées. C'est vrai que moi, dans ma tête, j'avais déjà cet euro-là dans quelque part au fin fond de ma tête, à me dire que voilà, on essaierait de se rattraper à l'euro et que j'espérais qu'on serait championne d'Europe. Donc voilà, c'est tout le mal que je souhaite à l'équipe de France féminine aujourd'hui. C'est tout le mal effectivement que tu leur souhaites. Et donc en parlant de cette équipe de France, on a effectivement l'une de nos chroniqueuses qui nous a rejoint, qui est actuellement en live depuis Metz. Nina, est-ce que tu es présente? Nina, est-ce que tu nous entends? Alors visiblement Nina effectivement est là, mais ne nous entend pas encore tout à fait correctement. Donc oui, donc l'équipe de France a des grosses échéances prochainement, comme tu l'as dit justement à l'instant. Au niveau des dernières défaites, comment les filles ont réagi après la défaite, notamment aux Jeux Olympiques, pour toi, Amandine? Voilà, c'est vrai qu'on a eu le ciel nous est tombé sur la tête après beaucoup de pleurs dans les vestiaires où des filles avaient du mal à se calmer. Moi personnellement, j'étais au contrôle antidopage, donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de regarder, enfin de pleurer, et j'ai dû aller vite de l'avant pour aller au contrôle antidopage. C'est vrai que je suis quelqu'un qui exprime pas trop ses émotions. J'ai eu les larmes aux yeux après une interview, mais j'ai essayé de garder ça au fond de moi pour m'en resservir plus tard. Voilà. D'accord, donc toi, tu as plus ou moins gardé toutes ces émotions-là pour toi au niveau de cette défaite. Oui, T'as pas extériorisé en fait. Oui, parce que c'est mon fonctionnement. Je fonctionne comme ça. Quand je suis blessée ou quand j'ai mal quelque part, voilà, je dis rien et puis j'encaisse les choses et généralement ça me permet d'être beaucoup plus motivée pour la suite et gérer mes émotions. Je pense que c'est important. Donc voilà, c'est ma manière à moi en tout cas de les gérer. D'accord, c'est effectivement une manière comme une autre, hein, c'est une bonne manière. Donc là, effectivement, comme je vous le disais il y a quelques secondes, Nina nous a rejoint, Nina Canto qui nous a rejoint de Metz. Nina, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tout le Oui, monde. bonsoir Nina. Donc Bonsoir effectivement, Nina. Coucou Amandine. on te présente pas l'équipe ni Amandine, hein, tu connais un petit peu tout le monde maintenant. Donc on demandait effectivement à l'instant à Amandine comment elle avait géré un petit peu la défaite face au Monténégro. Toi qui a eu la chance d'être là-bas, ou plutôt la malchance entre guillemets d'être là-bas à ce moment-là, comment tu l'as ressenti toi, cette défaite? Pour moi, ça a été vraiment comme un coup de sabre en fait. Je trouve qu'on fait une super compétition, on monte en puissance des matchs les uns après les autres et en fait, si tu veux perdre d'un but sur un pénalty à la fin, c'est trop brutal. Si tu perds le match de 5 buts, bon, il reste une minute, tu te rends bien compte que c'est fini, mais là, la dernière balle, on l'a et d'un coup, bam, quoi. Et puis je vois tout le monde par terre. Donc je réalise pas vraiment ce qui se passe et en fait quand je vois Ferrand en face de moi qui font en larmes, presque j'oublie ce qui se passe pour nous et ça va tellement mal que je pense que j'ai fait un déni de défaite si on peut appeler ça comme ça. Alors on parlait à l'instant un petit peu de dépression post-olympique. Amandine nous disait effectivement qu'elle avait conservé toutes ces émotions-là pour elle, qu'elle n'avait pas forcément extériorisé. Toi Nina, bien que nous on ait la réponse hein, dans l'équipe, mais toi comment tu l'as vécu cette défaite aux Jeux Olympiques?
Alors moi, franchement, je suis rentrée vraiment brisée en fait. J'ai laissé quelque chose à l'ombre. Je sais pas, je me suis rendu compte que le sport de haut niveau pouvait être très cruel dans le sens où on fait des sacrifices pendant 4 ans, où l'équipe s'est investie au maximum. On a préparé les matchs, on a la sensation de mériter mieux. Mais finalement, on arrive quand même au même résultat que les Olympiades précédentes. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. En rentrant, j'ai coupé mes cheveux, ils étaient en rouge. J'ai appelé la coiffure dépression post-olympique. En fait, c'est pour que les gens ne me reconnaissent pas dans la rue, ils arrêtent de me dire «Oh, mais c'est dommage pour les Jeux Olympiques». Mais c'était loupé, c'était pire parce qu'ils me disaient «Mais c'est qui cette folle avec les cheveux rouges?» Et puis en regardant bien, je me disais «Ah, mais si, c'est elle». Donc, non, heureusement, moi, j'ai eu ma famille pour penser à autre chose, quoi, hein, des petits bouts de choses qui me donnent de la joie de vivre tous les jours et me permettent d'aller de l'avant. D'accord. Alors, juste effectivement, pour répondre à une question qu'Amandine a répondu tout à l'heure avant que tu nous rejoignes, on parlait effectivement de l'euro qui approche au niveau de l'équipe de France olympique. Je pense que cet euro, ben, vous en avez déjà parlé un petit peu entre vous, entre copines, un petit peu après Londres. Oui, on a commencé un petit peu à en discuter. C'est vrai que moi, c'était la déception olympique. Ça m'a traversé l'esprit quand même d'arrêter. À un moment donné, je me suis dit, waouh, tant de sacrifices tu cours derrière un rêve que tu réaliseras peut-être jamais. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a fait, ce serait frustrant de s'arrêter là. Je pense qu'on mérite enfin un titre et on a la possibilité d'aller le chercher dès cet hiver à l'Euro. Mais c'est vrai que la blessure d'Amandine, forcément, derrière, ça refout encore une claque parce que c'est quand même un élément clé de notre groupe. Et voilà, là maintenant, on va voir comment ça va se passer. On va prendre les matchs les uns après les autres et puis on verra bien ce que ça va donner. D'accord. Donc là, effectivement, on a un peu fait le tour du premier sujet, donc au niveau de la gestion. C'est vrai que là, on a deux aspects un petit peu différents. Toi, Nina, qui a un petit peu effectivement extériorisé tout ça, donc en prenant des décisions personnelles. Amandine, qui elle a intériorisé beaucoup. Amélie, qui effectivement elle prend ça un petit peu au jour le jour au niveau de sa blessure avec Rodez. Donc c'est vrai qu'on a trois cas un petit peu différents, donc de gestion de la douleur et de gestion un petit peu de la douleur physique et mentale. Là, clairement, on va passer maintenant un petit peu au second sujet. On va essayer de présenter un petit peu tous ensemble le championnat qui démarre ce week-end, la LFH. Donc, au niveau de la LFH, on le rappelle, c'est important de le rappeler, le champion en titre Arvor ne mettra pas son titre en jeu puisqu'il a été rétrogradé financièrement. Première question pour toi, Amandine, tu connais un petit peu Arvor de réputation. C'est pas un coup dur un petit peu d'avoir un champion effectivement qui peut pas jouer son titre l'année d'après? Bah, c'est surtout dur pour les filles, je pense, qui jouaient dans ce club-là. C'est vrai que voilà, c'est pas évident de se retrouver dans un club qui a des problèmes financiers. Pour l'avoir vécu à Metz, ça avait été une période très difficile. On a eu la chance que Metz Handball se soit remis de problèmes financiers, mais c'est vrai que voilà, se retrouver en fin de saison sans club, en ayant partagé tout ça, en ayant gagné un titre, c'est des émotions très fortes et je pense que voilà, elles avaient toute envie de revenir et de montrer qu'elles avaient bien mérité leur titre et de confirmer cette saison. Malheureusement, ça sera pas le cas pour elles et c'est sûr que je pense pour les filles notamment et pour certaines personnes bien sûr qui étaient attachées au club, ça doit pas être très très évident de vivre des moments comme ça. Ah, oui, effectivement, c'est assez compréhensible, c'est assez délicat à jouer. On va parler un petit peu de Metz après, puisque Nina effectivement donc est sur place à la présentation. On a quelques infos, on sait que Nina va essayer de nous récupérer un petit peu de joueuses pour faire quelques interviews. Donc quand Nina effectivement aura du monde, elle nous tient au courant, il n'y a aucun problème. Émilie par exemple qui est avec nous. Émilie, si toi tu avais un champion en titre par exemple, et j'ai bien dit Émilie, si tu avais un champion en titre qui ne pouvait pas rejouer son titre pour des raisons extra-sportives, qu'en penserais-tu personnellement? Au niveau du club, je veux dire après il faut assumer son statut économique. Après ça passe ou ça passe pas. Et effectivement pour les joueuses, je pense que elles sont pas responsables de l'économie du club, donc forcément je pense que ça doit être plus difficile à gérer. Maintenant le sport et dans toutes les disciplines ça fonctionne comme ça, juste ou pas juste, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour les joueuses ça doit être plus compliqué.
Oui, ça va être plus compliqué. Donc, on va poser maintenant la question à Amélie. Donc, je vais la répéter pour qu'elle l'entende bien. Amélie, si par exemple, toi, dans le football féminin, on va être concret, si effectivement tu apprenais cette année, alors c'est pas le cas, hein, malheureusement tu l'as vu la semaine dernière, mais si on apprenait que Lyon était rétrogradé alors que champion en titre et ne pouvait remettre son titre en jeu cette saison, comment tu l'aurais vécu, toi, par exemple? Oula, donc tu me poses une question, oui, c'est pas tellement réalisable, hein. Mais bon, euh, Lyon, en fait, était rétrogradé, c'est ça que tu veux dire? Bah, si le champion en titre de ton sport, donc là en l'occurrence Lyon, bon, on sait que Lyon c'est pas le cas, hein, tu les as rencontrés il y a quelques jours, on va pas en parler encore une fois, mais si effectivement le champion en titre de D1 féminine était rétrogradé, comment tu le vivrais toi l'année d'après, sachant qu'ils ne peuvent pas remettre leur titre en jeu? Ben, c'est toujours bien pour une équipe de pouvoir prétendre à un titre alors que, par exemple, Lyon n'est plus premier ou est rétrogradé. Maintenant, moi, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Alors, imagine une chose complètement utopique, même si moi j'espère hein, beaucoup. Imagine Rodez est champion cette année euh, et effectivement l'an prochain rétrogradé financièrement. Ça serait frustrant quand même en tant que joueur d'être championne et de pas pouvoir remettre ton titre en jeu. Ah oui, bien sûr, hein, ben, oui, bien sûr. Alors dans le cadre où Rodez serait champion bien sûr. Oui, mais après, financièrement, tu peux pas le contrôler, ça prix et les joueuses sont même plus dans le coup, quoi. Après, c'est sûr que c'est complètement rageant, hein. Donc ça serait effectivement beaucoup de rage, hein, mais malgré tout, bah, effectivement, comme vous l'avez dit, les joueuses sont pas forcément responsables. On va poser la question à Nina qui est avec nous. Nina, si Metz était champion rétrogradé, tu le vivrais comment toi? Nous, c'était champion à la fin de l'année. Ouais, si Metz était champion devant ici et devant ici et était rétrogradé financièrement comme Harvard, on dirait quoi? Écoute, moi je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu, on a failli être rétrogradé, donc c'est sûr que. Mais raconte-nous, alors raconte-nous. Comment? Oh, ben, c'est difficile parce que, alors d'un côté, on a envie de partir parce qu'à un moment donné, on est des femmes et on sait très bien que notre carrière, elle va pas durer une éternité, donc on a aussi envie de se protéger. De l'autre côté, il y a l'amour du maillot et l'amour du club, donc c'est vrai que quand on a été confronté à cette situation, on s'est vraiment concerté entre nous, les filles, et on a pris la décision de toutes rester. Et finalement, on est reparti à 8 joueuses. Donc du coup, ils ont quand même dû baisser nos salaires pour qu'on puisse rester en division 1. Mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Pour moi, ça a été la plus belle saison du Metz Handball. Dans le sens où tu avais que des filles qui avaient vraiment l'amour du maillot, l'amour du club. On savait pourquoi on était restés. Et à 8 bras cassés, on a réussi à gagner contre des équipes russes qui étaient largement au-dessus de nous. On a tenu le championnat de France jusqu'au bout en ayant un croisé au premier match. Non, pour moi, je pense que ça renforce ton lien avec ton club. Maintenant, tout dépend des circonstances, hein. Si c'est vraiment un président, une personne qui est responsable de ça, tu peux pas en vouloir à tout le monde. Après, quand tu te rends compte que c'est tout un système. Donc, à Harvard, je sais pas trop comment ça s'est passé. À la place des joueuses, à un moment donné, je me sentirais un petit peu lésée parce que c'est vrai que nous, sur le terrain, on joue sans compter en pensant que derrière, eux, ils nous assurent une certaine sécurité financière. Et quand c'est pas le cas comme ça et que du jour au lendemain, on doit se diriger vers un club étranger, pas forcément de notre choix, je pense qu'on a un petit peu au travers de la gorge. Ah, c'est vrai, je peux poser la question aux filles qui sont près de moi, hein. J'ai Grace Zavi et Paul Baudouin auprès de moi qui me rejoint. écoute, effectivement, si les filles veulent intervenir dans le débat, il n'y a absolument aucun souci. Au contraire, nous serons ravis de les accueillir. Là, pour en revenir effectivement donc à ce que tu disais à l'instant, c'est vrai que c'est des choses effectivement qui sont parallèles au sport et qui ne touchent pas effectivement le sportif à proprement parler, mais qui effectivement ont des graves importances, puisqu'on le sait, quand Harvard a été rétrogradé officiellement, ça a été entre guillemets un petit drame en LFH, puisque c'était le champion en titre, malheureusement. Quand vous avez appris effectivement qu'Harvard était, quand vous avez appris qu'Harvard effectivement était relégué, comment vous avez réagi vous? Comment t'as réagi toi, Amandine, par exemple? C'est vrai qu'on n'était pas très très franchement surprise parce qu'il y avait beaucoup de bruit qui courait depuis même la mi-saison sur les problèmes financiers du club, même l'année précédente. Donc voilà, c'était juste la concrétisation, on va dire, des rumeurs qui couraient. C'est vrai qu'après, en étant joueuse adverse et en ayant perdu contre elle, ça a été un petit peu dur à accepter parce que voilà, on se dit qu'il y a des clubs qui recrutent énormément de joueuses et qui sont championnes de France et qui au final pourront même pas
par la suite montrer que voilà qu'elles avaient vraiment gagné et que c'était vraiment les plus fortes. Donc voilà, je pense que c'est une mauvaise gestion du club et pas forcément des filles. Les filles, hein, ils sont vraiment pour rien. Elles avaient vraiment une très bonne équipe. C'est vrai que à ce moment-là, à la fin du championnat, on a plutôt eu l'impression de pas se battre avec les mêmes armes. C'est vrai que pour les clubs adverses, c'était un peu difficile à accepter. Après, voilà, j'en veux pas du tout aux filles. J'en voudrais plus aux dirigeants qui ont fait couler un club qui, je pense, avait un très beau avenir au niveau féminin, au handball féminin en D1, qui aurait pu les années suivantes vraiment monter de plus en plus haut et être des premiers clubs chaque année, première ou deuxième. Voilà, ça montre pas forcément un très beau visage du handball féminin et c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Bah, c'est vrai qu'après on peut aussi se dire effectivement que du fait de ces difficultés, si Harvard n'avait pas vécu un petit peu au-dessus de ses moyens, c'est une autre équipe qui aurait pu être championne et pourquoi pas Metz, donc c'est un peu frustrant quelque part. Voilà, quand on parle handballistiquement et moi pour l'avoir vécu en tant que joueuse, c'est vrai que je ne cacherai pas avoir eu cette sensation-là. Après, j'en veux pas du tout aux filles et voilà, ça a été comme ça. On a perdu le match. On aurait très bien pu le gagner. On n'a pas forcément non plus très bien joué, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand on se rend compte que finalement, bah, cette équipe-là n'existera même plus l'année prochaine. D'accord. Alors on va poser effectivement la question à mes co-animatrices, notamment à Émilie et Amélie. Là, mesdemoiselles, si par exemple vous êtes deuxième du championnat, vous finissez deuxième et on vous dit que le premier est rétrogradé, ça c'est pas un peu frustrant? Vous vous dites pas par exemple que vous auriez pu être champion à sa place alors que vous êtes un club simple par exemple, Émilie? Moi personnellement, je me poserais plus la question pourquoi nous on prend pas du coup la première place et les avantages qui vont avec. Voilà, on est d'accord. Comme on voit en cyclisme, alors du fait qu'il est deuxième, le mérite bien entendu, de prendre tous les avantages de la première place et d'être eux champions pour le coup. Officiellement. Officiellement, bien entendu. Bien entendu. Toi, Amélie, t'en penses quoi? Alors, je sais pas comment ça se passe dans le foot, si ça venait à se passer. Donc, si on finit première, comme disait Émilie, je pense qu'on devrait s'octroyer les mérites de la première place. Donc toi, t'es comme Émilie, tu te dis si je finis deuxième et que la première joue pas le jeu, entre guillemets financièrement, pourquoi nous on serait pas première à leur place, quoi? Ben ouais, tout à fait. Donc beaucoup de frustration, un peu comme Amandine avec Metz l'an passé, qui était dans la troisième au final, et qui se dit bah ouais, mais au final peut-être qu'on aurait pu avoir un peu plus de points quelque part et être première s'il n'y avait pas eu Harvard qui n'avait pas joué le jeu, quoi. Et voilà. Voilà. Nina, toi par exemple, qui était avec Amandine dans le même club à Metz, vous avez fini troisième. Est-ce que pour toi c'est une frustration finalement aussi de voir que le premier a pas joué les jeux et puis que du coup vous vous retrouvez troisième alors que vous auriez pu vous prétendre peut-être à mieux? C'est une très grande frustration à partir du moment où de la saison régulière on était quand même très première ex-aequo avec les Moulineaux. Au match à Harvard, on est arrivé dans un état de fatigue avancé par rapport au match de Ligue des Champions. Donc on prend 14 là-bas, on gagne avec des arbitres qui sont vraiment pas bons, on gagne 10 buts chez nous, derrière elle gagne le championnat et finalement elle se rétrogradée. C'est sûr que c'est rageant, parce que finalement nous on a été à 8 joueurs parce que le budget ne nous permettait pas d'en avoir plus. Donc voilà, on est resté dans les règles du jeu. Maintenant, comme disait Amandine, objectivement, elles avaient une meilleure équipe sur le papier. Maintenant, c'est plus facile d'avoir une meilleure équipe quand tu les payes pas. Tout le monde peut le faire. Donc voilà, d'un point de vue complètement sportif, elles méritaient de gagner. Maintenant, si on prend tous les règles du jeu en compte, pour moi, c'est sûr que c'est rageant parce qu'elles n'ont pas respecté le protocole. D'accord, donc là, c'est vrai que l'avis est un petit peu unanime chez vous, mesdemoiselles, c'est que c'est frustrant parce que finalement, si tout le monde n'avait joué le jeu, le classement aurait été meilleur pour certaines équipes. Donc effectivement, c'est très frustrant pour un peu tout le monde. Ça montre un peu tout votre esprit de compétition, votre esprit de sportive. On va revenir un petit peu plus sur la LFH en profondeur. Donc cette année au programme, mis à part Harvard, parce qu'il y a des équipes qui ont joué le jeu qui sont là. On a notamment Nice qui va fêter sa 3e montée en 4 ans, qui touche cette année donc à la D1. L'ex-club de Valérie Nicolas qui cette année a arrêté. On a Amios, on a ici Paris.
parmi les gros prétendants. On a Nîmes, Dijon, Le Havre, Fleury, Metz, donc que vous connaissez bien à la fois Amandine et Nina. Metz, Nina, tu y es toujours. Besançon et Toulon. Donc parmi toutes ces équipes, est-ce qu'il y a des équipes, effectivement, par exemple, Amandine, toi, que tu vois en favorite? Alors, mis à part Metz, bien entendu. Mis à part tes copines de Metz. J'avais que Metz en fait en tête. Non, forcément Metz. Après, je pense que ici les Moulineaux reste une équipe très solide avec des joueuses, des jeunes joueuses, mais aussi des anciennes joueuses qui travaillent depuis un petit moment ensemble. Donc voilà, ça reste une équipe très forte. Et par la suite, peut-être Fleury-les-Aubrais qui ont recruté énormément de joueuses, où il y a eu un changement d'entraîneur. Donc là, je peux pas dire parce que j'ai pas vu de match de préparation parce que j'étais à l'étranger, mais c'est vrai que ces équipes-là ont l'air vraiment bien. Et bien sûr, Toulon qui reste quand même une équipe très difficile à battre chaque année. Donc toi, tu es malgré tout, tu restes sur entre guillemets les grosses équipes de l'an passé, sauf Arvor, donc ici et Metz quelque part. Oui, c'est ça. D'accord. Ici, Metz et Toulon aussi, je pense, sont une très très bonne équipe. D'accord. Donc tu te méfierais pas, par exemple, d'une équipe comme Nice qui a beaucoup recruté, qui effectivement vient de monter, qui est promue, mais qui a des grosses ambitions. Je pense qu'ils ont des grosses ambitions, qu'ils ont recruté. Et après, c'est vrai que je pense que l'expérience est très importante, même s'il y a des joueuses d'expérience dans ce groupe-là. C'est vrai que, à mon avis, elles seront capables de faire de très gros exploits, mais peut-être sur la longueur d'une saison, peut-être s'essouffler. Après, j'espère pour elles que je me trompe, mais je resterai plutôt dans des équipes qui étaient déjà là en D1 et qui connaissent bien le système de D1 et tous les matchs pièges et tout ça. D'accord, malgré effectivement le fait. Alors, je t'interroge juste après. Pardon? Non, mais c'est pas pour moi, parce que là on parlait de Nice et je pense qu'à côté de moi j'ai quelqu'un qui est vraiment bien placé pour nous parler de cette équipe, c'est Grâce Zadi qui a été formé par Sébastien Gardillou. Eh bien, vas-y alors, Nina. Honneur effectivement au fil rouge, donc à la présentation. Je t'en prie, vas-y Nina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi je pense que à Nice, ça va être un match très difficile car Sébastien Gardillou est un entraîneur qui analyse beaucoup sur les vidéos et qui va utiliser toutes ses armes pour pouvoir nous titiller, nous contrer sur nos spéciaux. Et ça va être très dur à Nice en fait de jouer. Et je pense que c'est une équipe qui va beaucoup nous surprendre tout au long de l'année. Comme disait Amandine, je pense que sur le long de l'année, ça va être compliqué, mais elles feront quelques bons exploits. Voilà. Alors justement, Grâce, tu parlais à l'instant d'une personne dont j'allais évoquer le nom, à savoir Sébastien Gardillou, qu'à la fois Amandine et Nina et toi, Grâce, connaissaient très bien. Sa présence effectivement à Nice, est-ce que c'est un vrai plus pour Nice? Est-ce qu'avec lui, on peut prétendre à plus du côté de la Côte d'Azur? Ou est-ce que effectivement, comme le club le dit officiellement, on est bien d'accord, officiellement et pas officieusement, est-ce que le club est cantonné à jouer le maintien ou éventuellement peut avec Gardillou jouer les playoffs pour toi, Grâce? Je pense que c'est une bonne chose que Sébastien soit parti à Nice car il n'a pas toute la pression qu'il avait à Metz et qu'il va jouer un bon rôle avec le groupe qu'il a actuellement. Donc je pense que qu'il pourra très bien tenir son équipe. Et c'est plutôt le maintien, je pense, qui jouerait. Donc les play-downs en fait. Oui, les play-downs et pourquoi pas les play-offs, mais je les verrais plus dans les play-downs. D'accord, et donc toi, Grâce, effectivement, maintenant qu'on te tient, on va pas te lâcher comme ça tout de suite, hein, tu t'en doutes bien. Toi, dans tes favorites, mis à part Metz, tu verrais qui pour le championnat cette année? Je verrais bien Toulon. Décidément, Toulon à la cote ce soir. Elles ont de très bonnes recrues et je pense que c'est une équipe qui va faire mal. D'accord, donc toi, par exemple, tu mettrais Toulon, une équipe comme Dijon qui a un effectif quasiment inchangé, qui est très revanchard, ça te parle pas plus que ça, ou même Nîmes éventuellement? Oh non, ça me fait pas peur, mais j'ai plus peur de Toulon ou Fleury aussi qui s'est beaucoup renforcé. Avec un effectif qui a beaucoup changé quand même à Fleury. Oui. Il y a beaucoup de départs, d'arrivées.
Avec un nouvel entraîneur, donc un nouvel entraîneur, donc Christophe Marchal, qui est parti il y a pas longtemps. L'arrivée de Frédéric Bougeant, 9 arrivées, 9 départs chez les joueuses. Ça fait un peu beaucoup quand même, non? T'en penses quoi? Oui, ça fait beaucoup, mais je pense que je vais laisser la parole à Paul Baudouin qui pourra bien parler de Fred Bougeon, son ancien entraîneur. Eh ben écoute, si Paul est près de toi, effectivement, on attend son avis avec impatience. Bonsoir. Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors, par rapport à Fleury Les Aubrais et Fred Bougeant, son recrutement, forcément, c'est très très renforcé, mais surtout avec des étrangères, des Espagnols, qui ont un jeu très percutant et très en force, contrairement à ce qu'on peut voir en championnat de France. Donc, ce sera l'équipe à battre. Ce sera une grosse équipe à battre. Ouais. Donc pour toi, Fleury fait partie des favoris, contrairement à Toulon et à ici. Pour moi, c'est Toulon. Toulon, je trouve que c'est l'équipe la plus complète, avec, comme disait très cher compatriote, qu'elles sont bien renforcées, avec l'arrivée de Sophie Herbrecht, de Goyorami, de Pinheiro aussi qui est là. Donc forcément, ça fait elles ont un gros 7, voire un gros 8. Et 8 bonnes joueuses. Donc elles aussi, elles seront très très dures à contrer, mais c'est pas le même jeu que Fleury. Et c'est clair que Fleury aussi pourrait faire partie des playoffs. D'accord, donc pour toi, Fleury, c'est dans le top au niveau des 6 premiers. Amandine, par exemple, toi, Fleury, dans les 6 premiers en playoff, tu les vois bien ou tu les vois plus en play-down? Vous parlez de Fleury? Fleury, oui, c'est ça. Oui, je les vois très bien en play-off. Comme je l'ai dit, je pense que ça fera partie des grosses équipes s'ils arrivent à conjuguer toutes les nouvelles recrues, un effectif très complet. Je pense que si Fred arrive à bien gérer son groupe, je pense qu'elles sont capables de faire de très belles choses, et sachant que c'est toujours très très difficile de les battre à la maison. À mon avis, elles pourront compter sur ce point fort-là, où à la maison, elles perdent rarement des matchs. D'accord. Alors avant de parler un petit peu médias, avant de parler un petit peu de la médiatisation cette année qu'il va y avoir au niveau de la LFH, donc clairement, quelles sont les chances alors je vais demander un petit peu à tout le monde, hein, quelles sont les chances de Metz cette saison en championnat? Elles ont fini 3e l'année dernière. Est-ce qu'on peut prétendre à mieux cette année? Amandine, pour toi, rapidement. Bien sûr, rapidement, j'espère de tout cœur qu'elles seront championnes de France, parce que je pense qu'elles ont le potentiel simplement, et parce que c'est un très grand club, et qu'on a la chance d'évoluer dans ce club-là, et quand on vient à Metz, c'est pour gagner. Donc je pense que toutes les filles qui sont là aujourd'hui ont qu'une seule chose en tête, c'est de reconquérir le titre. Alors simplement pour ça, je pense qu'elles mériteraient de gagner et d'aller le plus loin possible en tout cas. Donc pour Amandine Leno, Metz effectivement fait partie des prétendantes. Paul, si tu es toujours avec nous, t'en penses quoi, toi? Même si t'es un peu parti pris, hein, on est d'accord, mais t'en penses quoi? Forcément, je suis pour Metz cette saison. Donc, oui, je suis d'accord avec Amandine. On pourrait faire quelque chose, mais notre pire ennemi, c'est nous. Donc, il faut pas qu'on déjoue. Il faut qu'on continue à jouer comme on joue pour l'instant des matchs de préparation. Alors, le football peut faire aussi mal aux autres équipes que quand elle nous faisait mal l'année dernière. Ça nous arrangerait. Alors, on le rappelle, un Paul qui pour son premier match avec Metz a marqué juste 13 buts en 13 minutes. Hein, donc, à signaler quand même. À signaler. Sinina et Grasse sont dans les parages. Elles en pensent quoi, elles, de Metz favorite pour le titre? Je vais laisser la parole à Grasse parce que moi, on m'a beaucoup entendu. J'espère qu'on va être championne de France parce que on joue à Metz, c'est très bien pour nous déjà. Et je pense qu'on a une équipe assez complète, jeune, et comme Paul l'a dit tout à l'heure, notre pire ennemi, ce serait nous-mêmes. Donc voilà. Non, c'est vrai que leur analyse, elle est plutôt juste. Le risque par rapport à notre équipe, c'est qu'on est très jeune. Donc là où Chambord va avoir un très très gros rôle sur notre coach, Chamborac, c'est de savoir décontracter les jeunes. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui peuvent être très bonnes, qu'on n'en met pas trop de pression et qu'on les laisse s'exprimer. Nous, les anciennes, il va falloir qu'on calme nos nerfs aussi un petit peu, parce qu'on a été un petit peu baignés dans le monde où c'était die-die et il fallait toujours que ce soit performant.
qu'on leur apporte notre soutien et qu'on ait plus un rôle de maman vis-à-vis d'elles pour qu'elles puissent vraiment exploiter et exprimer leurs qualités au mieux. Notamment le rôle du carré d'as, si je peux me permettre. Ouais. Le carré d'as, c'est les 4 Camerounaises à Metz. Là, je te permets pas. Voilà. Le président a fait une très bonne opération. Non, je te dis ça parce que ça fait des années que j'attendais ça et voilà. D'accord. C'est enfin fait. Alors les filles, maintenant on va parler juste un petit peu rapidement encore de LFH avec l'arrivée cette année donc des médias de Beansport qui va vous diffuser. C'est pas forcément encore le gros plan, hein. C'est effectivement un petit talent médiatique, comme au niveau du foot avec Amélie, on l'a vu ce week-end avec Eurosport. Là cette saison, eh bien il y a Beansport qui va diffuser 15 matchs de championnat, les playoffs, la Coupe de la Ligue que vous connaissez bien, que vous gagnez régulièrement à Metz. Quelques reportages sur les clubs. Là clairement le premier match ça sera ici Paris contre Metz, diffusé samedi à 12h. Jouer à midi, c'est pas un peu contraignant pour vous? Amandine par exemple, jouer à midi ça te le ferait ou c'est un peu contraignant? Forcément, c'est contraignant. C'est pas dans notre culture de jouer à ces horaires-là, donc je pense que voilà, il va falloir qu'elles se lèvent très tôt, les filles, qu'elles déjeunent tôt, que voilà, qu'elles mangent bien pour être en forme à midi. C'est pas un horaire très habituel, mais voilà, je pense que petit à petit, si elles retrouvent des horaires durant la saison comme ça, elles vont s'y habituer. Donc voilà, mais c'est vrai que pour le premier match, ça peut être un petit piège, mais je pense qu'elles auront tellement envie de bien faire, surtout le premier match, que l'horaire peut-être posera moins de problèmes que par la suite. D'accord. Alors effectivement, ici Paris contre Metz, donc ici les Moulineaux contre Metz, c'est déjà direct une affiche d'entrée de jeu. Clairement, calendrier, on ne sait pas comment il a été fait, mais il a été fait ainsi. Même question effectivement pour les filles de Metz qui sont actuellement avec nous, et notamment Nina qui est notre chroniqueuse. Je vois midi, les filles, ça va aller ou ça va aller samedi, ça va être dur? Je pense que ça va être très dur, parce que midi c'est un horaire un peu bizarre. Ça nous fait arriver la veille. Enfin, je pense que ici les Moulineaux, par rapport à leur rôle qu'elles devront jouer au niveau de la Ligue des Champions, va avoir à cœur de faire un très très gros match devant son public. Donc nous, il va falloir qu'on sorte les dents. On a un peu blessé leur orgueil en préparation en gagnant 40-16. Donc je pense que ça, en travers de la gorge, c'est pas forcément bien joué de notre part. C'est mal joué les filles, oui, non, c'est pas bon ça. Voilà, mais là, je t'avoue qu'avant le match, on pensait vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Voilà, donc, mais bon, on prend toujours. On va toujours dire qu'on les a battus en match amical. Mais non, je pense que ça va être un gros match, mais voilà, je pense que dans le groupe, il y a des joueuses qui ont un fort caractère, comme Polly, qui est une meneuse, Zlatana Onimovic aussi, Katia Andreoshina, qui peuvent justement nous dynamiser, nous apporter ce qu'il faut voilà, dans cette rencontre un peu piège, parce que 3 jours après, on affronte quand même Toulon chez nous. Donc, je veux dire, le début du championnat commence bye-bye, quoi. Hein. Merci, Nina, de me mettre la pression. Alors oui, effectivement, ça commence un petit peu sévère. Donc, Grâce et Paul, vous en pensez quoi? Vous jouez à midi, c'est cool pour vous ou c'est l'heure de l'apéro, c'est un petit peu trop? Ouais, midi aussi, comme dit Nina, c'est l'horaire très difficile, très dur, parce qu'on a l'habitude des samedis soirs, 20h, 20h30, et là de jouer vraiment au milieu de l'après-midi. J'espère que le public suivra. Ce qui est sûr, c'est que c'est rediffusé, merci, enfin, du handball féminin de la LFH, rediffusé sur une chaîne, bon, câblée, qui plus est, mais midi, c'est pas vraiment un horaire pour en fait, c'est parce qu'on est des grosses primates, on a besoin de 4 heures de sieste, et que comme on joue à midi, on n'aura pas de 4 heures de sieste, donc on a peur de pas être drôle, j'ai pas osé le dire. Non, mais c'est vrai que jouer à midi, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément top. On l'a vu effectivement cette année. Enfin, Beansport a imposé pas mal d'horaires au niveau sport, notamment au niveau du football avec les gars de la Ligue 2 qui jouent à 18h45 le vendredi. C'est pas un horaire pour jouer, on est clair. Le samedi midi pour les filles en hand, c'est pas un horaire non plus. Amélie, par exemple, toi qui maintenant est diffusée aussi donc par Eurosport et par France 4 avec Rodez. Si on te demandait de jouer à midi un dimanche, ça te le ferait ou c'est l'heure de la messe et c'est trop tôt? L'heure de la messe. Bah toi, non, non, c'est clair. Mais l'heure de l'apéro plutôt pour toi, Rodez? De l'apéro, oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. On doit se lever très tôt pour déjeuner, ensuite pour manger, on est complètement décalé. Après, il faut se mettre dans le match, c'est compliqué, quoi. Maintenant, il faut respecter les horaires, donc on peut s'y faire, hein. Je sais pas comment. C'est vrai que jusqu'à présent, on joue à 15h, donc maintenant, à midi, ça serait compliqué, mais on le ferait, quoi. C'est vrai que ça fait un petit peu heure made in Espagne. Émilie, toi qui effectivement vois tout ça du même regard que moi,
Toi, Émilie, si on devait te dire tu joues à midi samedi ou à midi dimanche, tu le réagirais bien ou ça te saoulerait un petit peu quand même? Bah, ça me saoulerait un petit peu. Parce Ça te que ferait un petit peu c'est mal quand même, pour. hein. Bah oui, c'est pas des horaires fixes, quoi, pour ceux qui ont des vies de famille à côté ou quoi que ça. C'est pas un horaire convenable. Donc toi, tu serais contre ça, les horaires à midi, toi, tu les bannis direct en fait. De temps en temps, pas tout le temps. D'accord. Bon, après, c'est vrai effectivement que les filles hein, elles le savent. Il y aura que 15 matchs par saison de diffusés, donc il n'y en a pas forcément énormément. Mais c'est vrai que on le sait, hein, généralement, les diffuseurs diffusent des grandes équipes. Donc là, clairement, ben, Metz est ici et ils vont y avoir droit souvent. Il faut s'y faire, il faut qu'on le sache. Bein qui a eu les droits donc pour 0 €, il faut aussi le savoir, puisqu'effectivement Bein se débrouille de médiatiser un petit peu à ses frais le championnat, mais ne payera rien en contrepartie. C'est vraiment un essai en attendant mieux l'année prochaine. Donc on a un peu fait le tour de la LFH. On a un peu fait le tour un peu de vos pronos, un peu de tout ça. Donc là, clairement pour vous, eh ben, on a 3 grosses équipes en haut. C'est ici, Metz et Toulon. En espérant effectivement que ça fasse des belles affiches et des beaux matchs. En espérant que Metz, bien sûr, finisse au-dessus de tout, hein, clairement. C'est l'heure maintenant un petit peu de passer au moment fatidique. Amandine, je suis désolé, on va effectivement te cuire à la vapeur là. C'est peut-être pas le moment, mais on va te cuire à la vapeur. C'est l'heure de l'interview décalée. Et Émilie et Amélie sont clairement branchées à fond pour te faire cuire sur l'interview décalée. À vous, mesdemoiselles. Qui commence? Alors, Amélie, vas-y. oui, je vais commencer. Bon, je voulais savoir, Amandine, ton choix pour la Roumanie, est-ce que tu peux nous l'expliquer, vite fait? Mon choix pour la Roumanie, il a été simple et très facile à prendre. Enfin, très facile à prendre dans le sens où, voilà, c'est un très grand club qui fait toutes les années des demi-finales de Ligue des Champions, qui ont construit une très très grande équipe. Voilà, avec de très grosses recrues. Donc voilà, j'avais juste envie de jouer avec ces joueuses-là pour essayer de gagner une Ligue des Champions. D'accord. Une autre question. C'était pas un choix du pays, hein, bien sûr. C'est vrai qu'il va pas avoir très chaud en Roumanie, hein, et l'hiver va être rude. Si, détrompez-vous, l'hiver peut-être sera très froid, mais il faisait 40 degrés là pendant toute la préparation, c'était intenable. Il faisait 40 degrés toute la journée, la nuit 30 degrés. Il faisait très très chaud, donc on a un plus bel été. En tout cas, ils ont un plus bel été que nous ici en France. Allez, avoue toi, Amandine, t'as fait une préparation au Maroc, t'as pas fait une préparation en Roumanie, c'est pas possible. Pardon? T'as fait une préparation au Maroc, c'est pas possible, 40 degrés. Non, je vous jure, hein, vous pouvez taper sur internet si vous voulez et chercher, parce que même moi j'ai été surprise, je me suis demandé comment je devais m'habiller pour atterrir là-bas, si je devais prendre un pull ou pas, et en fait il fait bien 35 degrés jusqu'à 40 degrés, donc non, c'est pas une blague. J'étais moi-même surprise. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, au moins on est sûr que tu garderas tes doigts de pied effectivement en Roumanie, effectivement qu'ils vont pas geler. Je pense que l'hiver doit faire très froid quand même. Ah bah tu nous diras avec grand plaisir. Émilie, est-ce que tu as une question pour Amandine? Oui, tout à fait. Donc Amandine, tu préfères Cléopâtre Darieux ou Valérie Nicolas? Oh, ça c'est une question. Ça attaque direct. Ça, mais... C'est bien, Émilie. C'est très bien, Émilie. C'est parfait comme question. Amandine. Dans quel sens, handballistiquement? Ah bah comme tu veux, tu choisis le sens. Non, oh là là, c'est compliqué parce que ça reste deux personnes totalement différentes avec des caractères totalement différents. C'est vrai que j'aurais peut-être plus tendance à dire Valérie parce que voilà, je la regardais quand j'étais jeune à la télé et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup appris en la regardant et en m'entraînant auprès d'elle, donc voilà, je dirais Valérie. Parfait, Valérie Nicolas, donc qui a arrêté sa carrière il y a très peu de temps, qui jouait à Nice il y a encore peu de temps. Amélie, une question? Alors oui, Amandine, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné l'envie de faire gardienne, justement. En fait, un peu par hasard, simplement, j'ai commencé le hand. On n'avait pas de gardienne attitrée. C'est vrai que quand on est jeune, les filles aiment pas trop passer dans les cages. Et puis, il s'est trouvé que je me démerdais pas trop mal. Et puis, on m'a demandé si je voulais rester. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Voilà. En plus, quand on est jeune, voilà, c'est embêter les copines d'en face et tout ça. Donc, ça m'avait bien plu. Et puis,
plus c'est allé, plus le poste m'a plu parce que c'est un poste où on travaille énormément, où on travaille sur toutes nos parades, où on travaille en dehors aussi, où on fait de l'analyse vidéo. Et voilà, c'est un poste très complet qui m'a plu petit à petit et m'a fait découvrir, j'ai découvert un poste très enrichissant. Je pensais pas que ça l'était autant à la base. Voilà. D'accord. Émilie, as-tu une question Oui. pour Amandine? Oui, je t'en prie, Oui, vas-y. tout à fait. Donc, Amandine, le club qui te ferait rêver? Valchia. Valchia, je pense que si je suis partie là-bas, c'est parce que c'est un club qui me faisait rêver et une équipe pour laquelle j'avais envie de jouer. Voilà, après, il y en a d'autres, bien sûr, comme Győr en Hongrie, qui reste quand même, qui est une très très bonne équipe, qui ont jamais gagné de Ligue des Champions jusqu'à présent, mais qui ont fait une finale l'année dernière, et je pense qu'ils répondront présentes encore cette année. Parfait. Donc un choix effectivement, un choix de club, on va dire un petit peu logique, au vu de ta réponse. Amélie, une autre question? Oui. Alors, est-ce que tu es superstitieuse avant un match et est-ce que tu as un objet fétiche? Superstitieuse, pas trop. C'est vrai que j'essaye de pas trop. Enfin, on a vite tendance à faire toujours les mêmes gestes. Donc, j'essaye de pas trop y attacher d'importance, mais c'est un peu plus fort que nous, je pense, les sportifs. Donc oui, j'essaye de toujours faire mes straps de la même manière. Et de jamais quitter ma chaîne parce que généralement on n'a pas le droit de jouer avec une chaîne et voilà, j'essaie de jamais quitter ma chaîne, de pas que les arbitres la voient pas pour que je puisse la garder et jouer avec. Une petite maline donc qui cache ses objets personnels en dessous de son t-shirt. On ne le dira pas, on ne le dira à personne, promis. C'est ça, je pense que maintenant les arbitres l'ont pas du tout entendu. C'est ça, ils le savent pas. C'était une fausse, c'était pas la vraie Amandine Leno, c'était une fausse. Voilà, c'est ça. Maintenant je vais être obligée de la quitter à cause de vous. Désolé. Émilie, une question pour Amandine. Bien sûr. Donc, quel est ton expert préféré? Mon expert préféré, je suis en train de suivre Samson en même temps vu que je suis à la télé. Vous parlez des experts des garçons. Des garçons, bien entendu, oui. Ah, d'accord. Parce que là, j'étais en train de suivre les experts. Les experts, je me suis dit, qu'est-ce qui est le lien avec les experts? Thierry Omeyer, bien sûr. Bien sûr, Thierry Omeyer, sans hésitation, par mon poste, parce que je trouve que c'est un très grand gardien. Et pour moi, le meilleur du monde. Et il le prouve et le reprouve. Et je pense que voilà, par sa continuité et ses performances à chaque fois, c'est vraiment un très très grand joueur. Ah, c'est vrai qu'on a entendu une salle de surcroît non française crier Titi pendant tout un match, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est énorme. Mais oui. Puis à chaque fois, il répond présent quand même. C'est quand même très difficile d'être toujours dans la continuité de telles performances. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois, quand on a vraiment besoin de lui, quand on sait que c'est un gros match, il répond toujours présent. Donc, il m'impressionne beaucoup. D'accord. Amélie, une question? Oui, il y a une dernière question pour moi. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait ton meilleur souvenir en équipe de France? Ah, il y en a beaucoup, il y en a eu pas mal quand même. Les deux médailles de vice-championne du monde, ça a été des moments extraordinaires, même si c'était sur une défaite. Je pense qu'aujourd'hui, parce que j'ai pas eu de médaille d'or, ça restera quand même ma première sélection simplement en équipe de France, ou pour la première fois en équipe de France A, bien sûr, où j'ai pu porter ce maillot et me rendre compte que voilà, j'avais encore beaucoup de travail à fournir, mais que voilà, c'était un rêve de gosse qui se réalisait. Donc pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Parfait. Émilie, une question? Émilie? Oui, tout à fait. Donc pour moi, ça sera la dernière. Alors en revanche, je tiens à préciser que toute l'équipe de handball.fr est derrière Amandine. Et sur le chat de RTS Radio, il y a beaucoup d'encouragement et tout le monde te souhaite un bon rétablissement. C'est gentil, merci beaucoup à tout Voilà. le monde. Ça fait chaud au cœur dans ces moments-là. Voilà, donc vraiment tout le monde est derrière toi. Ça me touche. Voilà, c'est gentil. Et donc je vais finir avec ma dernière question. Donc tu es plutôt Bruno Martini ou Thierry Omeyer justement?
C'est un gardien que j'apprécie énormément aussi, Bruno Martini, mais c'est vrai que on va dire, on va comparer un petit peu nos jeux. Je ressemblerai un peu plus, si je puis dire, que je ressemble un petit peu plus à Thierry Omeyer. Donc voilà, au niveau du jeu, je choisirais Thierry Omeyer, même si je pense que ça a été aussi un très très grand gardien. C'est une réponse effectivement qui est très très bien et on voit que tu es une grande fan de Thierry Omeyer, comme beaucoup de Français. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi j'avais quelques questions effectivement posées par nos auditeurs, notamment une de tes fans qui s'appelle Jessica, qui est une grande fan de L-Sport. Est-ce que tu as été contacté par d'autres clubs et pourquoi avoir choisi Valsea, même si tu as un petit peu répondu déjà? Oui, j'ai été contactée par beaucoup d'autres clubs, j'ai eu beaucoup d'autres propositions. Après, j'ai choisi Valchea parce que simplement ils ont recruté énormément de bonnes joueuses. Voilà, je savais avant de signer mon contrat les joueuses qui allaient venir dans ce club-là. Donc voilà, sachant qu'elles avaient fait une demi-finale et aussi relevé un challenge, vu que c'est une équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, mais qui a souvent fait des demi-finales. Jouer dans une équipe aussi performante avec des nouvelles joueuses, avec des joueuses qui sont reconnues internationalement, ça m'a donné tout simplement envie de jouer pour ce club-là. D'accord. Voilà. Une seconde question de Jessica qui est vraiment une grande fan, qui était très ravie. Quand elle a su que tu venais, elle était aux anges. On la tenait plus, Jessica. Elle avait 50 000 questions, mais on en a choisi effectivement quelques-unes. Comment est-ce que tu as vécu tes premiers jeux en 2008 à Pékin? Tu étais très jeune à l'époque. Comment tu les as vécus? Ouais, un peu comme une enfant. C'est vrai que je me souviens encore. On était arrivé beaucoup plus tôt que à Londres. Pour le décalage horaire en fait, qui était de 6 heures, il me semble, si je me souviens bien. Donc on était arrivé une semaine avant et je me souviens encore avoir couru sur le balcon pour voir les répétitions des feux d'artifice. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu comme une gosse qui réalisait un rêve et qui participait à la plus grosse compétition sportive mondiale. Donc voilà, c'est un super souvenir et ça restera un super souvenir malgré la défaite. D'accord. J'ai encore deux petites questions pour toi, notamment une de Jean-Philippe qui nous dit que penses-tu de la comparaison qu'on peut faire de toi avec Valérie Nicolas? Des fois ça peut être pesant, parce que à la longue c'est vrai que voilà, c'est toujours difficile de répondre à des questions comme celle-ci parce que on est complètement différentes et je pense que chaque gardienne est différent. D'un autre côté, ça peut être aussi c'est plutôt agréable parce que Valérie Nicolas a été la meilleure gardienne du monde de sa génération. Donc voilà, ça a été une très grande gardienne. Donc c'est plutôt un compliment pour moi d'être comparée à Valérie. D'accord. J'ai encore deux petites choses pour toi, et notamment une qui moi m'interpelle beaucoup, parce que j'ai découvert ça effectivement grâce à tes fans. Alors, d'où vient ton surnom Doudou? C'est une chose que je ne sais pas. Doudou Leno, on veut savoir. C'est une bonne question. C'est dans ma première équipe de hand on m'a donné ce surnom. Exactement, je sais plus très très bien pourquoi. Mais donc j'étais jeune, j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et puis ce surnom en fait est toujours resté jusqu'à ce que même mes professeurs m'appellent comme ça parce que j'ai du mal à me retourner à Amandine tellement j'ai eu l'habitude qu'on m'appelle Doudou. Même mes parents parfois quand il y a du monde finissent par m'appeler Doudou parce que je me retourne toujours pas à Amandine. Donc voilà, c'est des petites anecdotes. Bah effectivement, moi ça m'intéressait puisqu'on m'a dit Doudou Leno est là. J'ai dit oui, elle est là, mais j'ai dit pourquoi Doudou? Donc ça m'intéressait un peu. Et dernière petite question, effectivement, encore à nouveau de tes fans. T'as vraiment énormément de fans et c'est vraiment agréable. Parce qu'on pensait pas, que l'équipe de hand olympique féminine avait autant de fans et il y en a vraiment énormément. Et comment tu gères la pression quand tu sais que ton rôle sera essentiel dans les gros matchs comme tu le fais actuellement? Justement, j'essaie de pas trop me mettre la pression, de rester moi-même. Je pense que voilà, si aujourd'hui j'avais un rôle très important dans l'équipe, c'est parce que j'ai su prouver à certains moments que j'étais capable de faire
de belles choses. Donc voilà, j'essaye tout simplement de m'enlever cette pression, ou tout du moins de la transformer en stress positif, parce que je sais que si je le fais pas, je vais mal jouer. Donc j'essaye de le transformer en stress positif, et tout simplement avoir envie de gagner, avoir la rage. Je pense que tout sportif là au fond de soi, et puis de toute manière, je suis quelqu'un qui déteste perdre, donc j'ai pas besoin d'aller chercher très très loin cette rage, parce que voilà, j'ai toujours envie de montrer qu'on peut gagner, qu'on est une très bonne équipe, et aussi essayer de pas de prouver, mais pas de prouver aux gens, mais de me prouver à moi-même que je peux réitérer des belles performances. Je pense que c'est ce qui est le plus compliqué dans un sport comme celui-là. Être toujours au top, c'est pas évident. Donc voilà, c'est un petit challenge que je me lance à chaque match. C'est la volonté de te dépasser et de te prouver à toi-même, effectivement, que tu peux toujours être au top, finalement. C'est ça. D'accord. Émilie, Amélie, d'autres questions éventuellement? Les filles, c'est bon pour vous? Moi, c'est bon. Émilie, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. D'accord. Nina, t'as une question piège pour Amélie éventuellement? Une question piège pour Amélie? Non, pas pour la première réunion. Pas pour la première réunion, quand même. Je vais garder un petit peu pour la suite. My God, garde-en pour la suite, il n'y a pas de souci. Alors, dernière petite partie, la partie prono de l'émission. La partie prono qui va être très rapide ce soir. On a 2 matchs au programme, un match de hand, un match de foot. On va commencer par le match de foot. Je vais me permettre effectivement de le présenter ce soir exceptionnellement. On a France-Irlande dans quelques jours en football féminin. À chaque fois on parle de football, de sport féminin, donc on va rester sur le sport féminin. France-Irlande, un pronostic pour toi, Amandine? France gagnante, nulle ou Irlande? France. Je suis un peu chauvin, et pour la France. Pour la France. Émilie, pour toi? Alors Émilie va te la donner. Je suis là. Vas-y, pour toi, France-Irlande. La France. Amélie? Moi, je dis un petit 3-0 pour la France. Toi, tu prends carrément le score, t'es très optimiste. Et je croirais qu'il y aurait même un but de Camille Catala, à mon avis. Ouais, un petit but, oui. Un petit but de Camille au passage, t'es preneuse, quoi. D'accord. Nina, pronostic? Moi, je dis pour la France, toujours pour la France. Voilà. Bon, bah, moi, je vais dire la France. Moi, je vais dire la France aussi, parce que les filles, je les aime beaucoup, et je les aime toutes, et donc, on va dire la France. Un petit pronostic hand. Alors là, les filles, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Je suis désolé, Amandine et Nina, mais là, je suis obligé. Le premier match diffusé du championnat de France féminin, on a envie d'en parler. Ici les Moulineaux contre Metz. Ici les Moulineaux Metz. Amandine, un prono. Non. Amandine, un prono. Moi, je parie pour Metz. Je pense que ça va être un match difficile, mais j'ai très fortement envie de parier pour Metz, même au-delà de l'affectif que j'ai pour ce club-là, et pour les gens, pour les filles et pour les gens qui sont là-bas. Je pense sincèrement que, vu les prestations qu'elles ont produites pendant les matchs amicaux, mériteraient largement la victoire face à Issy les Moulineaux. D'accord. Émilie, un pronostic ici contre Metz? Émilie? Metz, d'accord. Metz sec. Amélie? Bon, étant donné que je connais pas trop l'Inde, mais bon, je vais être pour Metz aussi. Hein. C'est sûr, hein. Nina, je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Nina, ton avis? Bah écoute, j'espère que ce sera Metz maintenant. On verra comment ça va se passer, mais bon, on sait ce qu'on a à faire si on veut gagner ce match. Maintenant, à nous de le faire. Mais moi, je vais être à mon tour très chauvin, puisque quand c'est mon équipe qui en joue dans les pronostics, comme avec Lyon Roi de la semaine dernière, j'ai été le seul à parier contre Lyon. Bon, j'ai perdu, mais je m'en fous, j'ai parié pour mon équipe. Donc là, je vais continuer de le faire, et je parie pour mon équipe, je parie sur Metz à mon tour. Dernière petite chose, Amandine, je te mets ma contribution. Le petite chose, alors il y a encore 2 petites choses cultes de l'émission pour toi. La première, il faut que tu répètes la phrase suivante. C'est assez simple, rassure-toi, il n'y a pas de piège. C'est bonsoir, ici Amandine Leno, j'écoute Elle Sport sur RTS Radio. Bonsoir, je m'appelle Amandine Leno, j'écoute Elle Sport sur RTS Radio. Eh ben franchement, t'es la première à le faire aussi bien, et félicitations, parce que c'est très 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 rare que quelqu'un y arrive aussi bien. Félicitations. Avant de conclure l'émission, petit rituel de Elle Sport, une petite blague, Amandine. Tu connais des blagues? On en voudrait bien une. Ouh là là, une blague, vous me prenez de court là. Alors, rassure-toi, tu feras pas pire que la semaine dernière, donc vas-y, rassure-toi.
Non, mais je suis nulle, moi, en blague. En plus, je connais rien au niveau des blagues. Je vais même pas pouvoir vous en trouver une de tête, là. Pourtant, on m'en fait souvent parce que je suis blonde, mais je les retiens pas souvent, en fait. Parce que je trouve ça un peu débile. D'accord, donc on va pas t'embêter avec la blague. Désolé, C'est pas mais grave. c'est vrai que j'en ai pas qui viennent à la tête. En tout cas, nous on te remercie énormément d'être venu ce soir, parce qu'on sait que tu été opéré il y a 48 ans, donc c'est un petit peu délicat. Merci beaucoup Amandine d'être venue, c'est vraiment très gentil à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci effectivement à l'ensemble du club de Metz, des filles qui sont venues ce soir. Merci à Nina d'avoir joué les envoyés spéciales pour nous sur place. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer à Amandine de la part de tout le club de Metz et de tous les républicains lorrains. Donc tout le monde te fait des gros bisous et te souhaite un excellent rétablissement. Et on sait bien que quand tu auras fini de vagabonder dans tes clubs étrangers, tu reviendras à la maison. Oui, j'espère de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez aussi, donc ça va. C'est gentil, merci à tout le monde. Tu t'embrasseras tout le monde de ma part, Nina. Je n'y manquerai pas. Alors, on va aussi remercier effectivement les co-animatrices Amélie et Émilie qui ont été encore une fois ce soir très au top. Merci les filles. Qui ont été cool ce soir quand même dans l'interview des Cales. Elles ont été cool quand même. On avoue. Merci les filles. Merci Thomas. Et un grand merci à Chris effectivement qui était en off et qui nous a podcasté. Je voudrais aussi beaucoup remercier, j'y tiens vraiment, remercier nos sponsors, donc Une2.net et Femmes de Sport qui nous suivent effectivement jour après jour sur la page Facebook de l'émission, sur le Twitter de l'émission, donc sur Elsport. Merci à eux, merci à RTS, merci à tous et je tiens absolument à vous souhaiter à tous, à toutes surtout une très très bonne soirée, une très bonne soirée à Amandine, une très bonne soirée aux filles, à Émilie, à Amélie, à Nina, une très bonne soirée à Metz qui a accepté ce soir qu'on soit un petit peu en inside auprès d'eux. Très bonne soirée à tous. Chris, je sais pas si tu nous entends. Si tu nous entends, signale-moi-le. Et effectivement, nous pour notre part, on va se laisser. Je souhaite une excellente soirée à tous et à bientôt sur Elsport. Bonne soirée, à mercredi prochain. Bonne soirée tout le monde. À mercredi. Sport. Sport.